Juste avant de commencer la conférence, je voulais juste vous représenter de nouveau les visages de la famille Bonaparte. Le premier, donc Charles Bonaparte, le père de Napoléon et de ses frères et sœurs. Donc Charles, suivi de Laetitia, la mère. Ensuite, un personnage sur lequel je reviendrai évidemment, c'est le cardinal Fesch, qui est le demi-frère de Laetitia. Un personnage qui a une importance réelle dans la formation des frères Bonaparte, dont le premier est Joseph, roi de Naples puis roi d'Espagne, suivi de Napoléon. Ils sont dans l'ordre des naissances, né en 1769. Ensuite, nous avons Lucien, qui deviendra prince de Canino, mais qui est un titre, vous le verrez, un titre qui n'a pas été conféré par son frère. Ensuite, nous avons Mariana, qui prendra après le prénom d'Elisa, suivi de Louis, futur roi de Hollande, suivi de Pauline, princesse borghèse, et Paulette, oui. Et enfin, la dernière des filles, Maria Annunziata, qui va devenir Caroline. Et pour terminer, donc Jérôme, le dernier de la fratrie, né en 1784, donc un an juste avant le décès de leur père Charles Bonaparte. Voilà. Donc, pour évoquer ce sujet, je vous propose trois grandes parties ou trois grands axes, c'est-à-dire la construction complexe de l'identité des Bonaparte, parce que la question qui se pose dès 1800, dès le moment où ils apparaissent, c'est mais qui sont finalement ces personnes? Les Français les connaissent très peu. Et à partir justement de cette identité qui est multiple, les Bonaparte vont donner diverses réponses en fonction aussi du contexte historique. Le deuxième, évidemment, c'est le mythe de l'homme providentiel, et pardon pour la vilaine faute de grammaire. Et donc, pour finir, les paradoxes de Napoléon face au système de famille qu'il a institué. Alors, pour passer à la suite, donc, pour commencer, tout simplement, évidemment, il faut creuser la question des origines et évidemment la question du père. Il est vrai que Napoléon a très peu cité son père lors des différentes conversations qu'il aura, on peut penser à celle qu'il aura à Sainte-Hélène et en d'autres circonstances. Et le personnage de Charles Bonaparte, ou qu'on appelle aussi Carlo Maria de Bonaparte, puisque c'est le nom sous lequel il a été baptisé, puisqu'il est né à une époque où la Corse n'était pas française, eh bien le personnage de Carlo Maria Bonaparte est resté pendant très longtemps finalement celui d'un célèbre inconnu. C'est tout le paradoxe, contrairement à Laetitia, qui est effectivement une figure reconnue et importante, même si elle est muette la plupart du temps dans le cadre de la cour que son fils va instituer. Mais Charles, lui, décédé en 1785, n'aurait pas eu le temps de laisser finalement suffisamment de traces dans l'histoire pour la marquer. Alors c'est vrai, à l'époque où il décède, il n'est qu'un petit gentilhomme corse sans grande fortune, avec beaucoup d'idées, on va le voir, mais rétrospectivement, lorsque l'on considère les carrières et l'importance de ces enfants sur la scène internationale, on voit qu'il y a néanmoins un héritage, certes spirituel plus que matériel, mais il y a un héritage que Charles a pu léguer à ses fils et à ses filles, et notamment, et surtout, je dirais, la place qu'il a eue lors de la conquête de l'île par les Français entre 1768 et 1769, mais aussi, bien entendu, la place qu'il a occupée pendant quelques années auprès de celui qui passe pour le père de la patrie corse, c'est-à-dire Pasquale Paoli. Donc, qui est finalement Charles Bonaparte? Lorsque j'ai entrepris d'écrire le livre dont il était question juste avant, Napoléon et sa famille, je pensais au pire lui consacrer quelques pages,
au mieux un chapitre. Et puis finalement, l'intérêt et les sources arrivant, je me suis rendu compte que Charles méritait une place importante au sein de ce livre, ne serait-ce que pour reconnaître le rôle qu'il a pu jouer pendant toutes ces années. J'ai pu estimer qu'il avait été un peu une sorte de feu follet, le bon et le mauvais génie de la famille à la fois, puisqu'il court plusieurs lièvres à la fois, mais en même temps il a une idée. Une idée, c'est évidemment faire vivre un clan qui, contrairement à beaucoup d'autres grandes familles corses, ne peut pas compter sur un réseau très étendu. Charles, c'est vrai, appartient à une famille qui, depuis le XVIe siècle, est installée en Corse. Est-ce que ça fait des Bonaparte une vieille famille corse? Déjà, toute la question est posée. L'ancienneté de la famille a pu être débattue au sein même de la famille, parce que Charles, à l'époque, a un oncle qui s'appelle Luciano, il s'appellera Don Luciano parce qu'il est abbé. À cette époque-là, il va devenir archidiacre plus tard de la cathédrale d'Ajaccio, et donc en cette qualité, l'homme à tout faire de l'évêque de la ville, et donc un personnage très important. Don Luciano va être l'un des premiers à poser la question de la généalogie des Bonaparte, et notamment une angoissante question: de quelle branche des Bonaparte d'Italie provenons-nous? Et lui, Don Luciano, tout comme Charles, vont défendre une thèse qui, en cela à l'époque, se tient tout à fait, que les Bonaparte descendent d'un qu'on appelle un potentat, c'est-à-dire d'un puissant homme politique italien de l'époque médiévale, qui s'appelait Jacopo Bonaparte. Et donc, à partir de cette descendance d'origine florentine, ils vont créer un discours et évidemment une histoire familiale qu'ils vont inculquer aussi à leurs enfants. Mais il manque à cette époque-là la preuve définitive de cette filiation des Bonaparte de Corse avec les Bonaparte de Florence. Et donc, ça tombe bien parce qu'à l'époque, Charles fait ses études en Italie, puis son fils aîné, Joseph, va lui-même, à partir des années 1780, se rendre plusieurs fois dans la péninsule pour des recherches personnelles destinées à prouver ce petit lien, à trouver ce petit lien manquant. Et en fait, ils vont devoir même mettre des généalogistes sur la question, payer des notaires, ça va leur coûter assez cher, et ils ne trouveront pas ce lien manquant pour la bonne raison qu'il n'existait pas en réalité. Les Bonaparte descendent en réalité d'une autre famille tout aussi importante finalement que celle des Florentins, qui sont les Bonaparte de Sarzane, donc une petite ville qui est coincée entre Gênes et la République de Pise, puis après la République florentine, qui sera donnée d'ailleurs à la République de Gênes par Charles VIII, roi de France. Et à cet égard, donc, les Bonaparte de Sarzane ont parmi leurs ancêtres les plus prestigieux, notamment un pape, Nicolas V, ce qui n'est pas rien, mais sont aussi affiliés à certaines grandes familles, comme les Malaspina, par les femmes. Mais néanmoins, cet aspect-là ne va pas apparaître au cours des recherches que va mener Charles Bonaparte. Et donc, la quête, d'abord, la première quête de Charles Bonaparte, ça va être la quête de ses origines. Et il va la transmettre, dans un premier temps, à son fils Joseph, mais aussi à Louis, cette obsession de savoir d'où venons-nous. Alors évidemment, lorsque la famille va devenir célèbre, elle va attirer auprès d'elle un certain nombre de charlatans et d'escrocs qui vont tous leur promettre d'établir des généalogies aussi prestigieuses qu'illusoires. On va faire descendre les Bonaparte du masque de fer, par exemple. On va les faire descendre de riches familles patriciennes romaines de l'Antiquité, tant qu'à faire. Comme ça, cela va donner à la famille une certaine aura
que finalement même supérieure à celle de grandes dynasties européennes comme les Habsbourg, qui ne descendent finalement que de petits potentats du centre de la Suisse ou de l'Allemagne, sans importance. Donc néanmoins, Napoléon aura justement la sagesse de toujours renvoyer ces filiations un peu absurdes à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des filiations absurdes, et à ne pas en tenir compte. Malgré tout, la question demeure. Et cette question va se transformer au fur et à mesure que le destin français des Bonaparte va s'affirmer, c'est-à-dire, mais qui sont-ils, d'où viennent-ils, et quelles sont leurs légitimités à vouloir régner d'une certaine manière. C'est-à-dire que la simple question que Charles Bonaparte se posait, sommes-nous Florentins d'origine, sommes-nous Génois, va se poser d'une façon radicalement différente à partir de 1800 et surtout en 1814 lors de la première restauration. C'est la France a été gouvernée, disent les royalistes à l'époque, par des personnes qui n'étaient pas françaises. C'était une dynastie étrangère qui n'avait pas de racines françaises. Alors c'est vrai que les Bonaparte n'ont pas à l'époque de racines françaises. Et c'est d'autant plus compliqué que le statut de la Corse entre 1769 et 1789 n'est pas vraiment celui d'une province française, mais plutôt d'une terre conquise, certes par les armes, mais qui bénéficie d'un statut bien particulier, plus militaire que civil d'ailleurs, et qu'il faut attendre 1789 pour que l'union entre la France et la Corse soit totale et décidée à la fois par les hommes politiques corses et bien sûr par les politiques français qui sont arrivés par la Révolution, justement. Donc, déjà, il faut peut-être revenir aussi au fait que les Bonaparte viennent d'Ajaccio. Et qu'Ajaccio, déjà en Corse, n'est pas une ville de l'intérieur, mais une ville du littoral, un préside, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire une petite cité portuaire qui bénéficie de ses propres privilèges. Par exemple, un Corse qui vient de l'intérieur de l'île n'aura pas le droit de résider à Ajaccio. Il doit bénéficier d'une sorte de citoyenneté qui est transmise d'ailleurs par l'hérédité. Et donc tout ce qui n'est pas Corse d'Ajaccio doit se retrouver dans les faubourgs, voire même hors des faubourgs, ce qui occasionne d'ailleurs souvent des bagarres, voire des batailles de rue entre ces différents Corses d'un niveau social différent. Et Charles Bonaparte va justement se prévaloir de la qualité de patricien d'Ajaccio avant toute chose. Et là, pour ça, il a les papiers pour le prouver. Ces papiers-là, ce sont des archives qu'on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui aux archives nationales, qui sont très intéressants, qui montrent un peu l'essor de la famille au courant du XVIe, XVIIe siècle, une famille qui participe aux destinées de la cité d'Ajaccio et qui est très jalouse de ses prérogatives. Lorsque le roi de France met la main sur la Corse et qu'il va nommer donc des officiers civils comme le procureur du roi, Charles Bonaparte enrage à l'idée qu'un non-ajaccien puisse devenir procureur du roi à Ajaccio. Ce serait aller à l'encontre justement de toute une tradition. Et là, on comprend déjà un peu mieux le caractère assez ombrageux finalement du père de Napoléon et de ses frères et sœurs, qui sait faire preuve, lorsqu'il le faut, d'une certaine motivation pour défendre les droits de la famille. Et justement, grâce à cette qualité patricienne d'Ajaccio, lui et son oncle Luciano font reconnaître en 1772 la noblesse de la famille Bonaparte. Donc déjà, ils ont franchi un stade très important. Ils intègrent le deuxième ordre, le premier étant le clergé, le deuxième, bien entendu, la noblesse, le tiers ordre étant le tiers état. Ils intègrent le deuxième ordre très rapidement après la conquête française. Charles fait vite oublier qu'il a été, dans un premier temps,
et c'est là la deuxième strate de la construction de la famille Bonaparte, qui a été très liée à Pasquale Paoli dans les années qui ont précédé. Alors, pourquoi a-t-il été lié justement à Paoli? Alors, il faut remonter en 1729, qui est le début de la Révolution en Corse. Les Corses ont commencé la Révolution beaucoup plus tôt que les Français, comme vous pouvez le voir. Et en 1729, en fait, un petit nombre de patriciens corses ont décidé de lancer une guerre contre la tutelle génoise. Tutelle qui avait été accordée à l'île au cours du Moyen-Âge et qui s'était plus ou moins bien passée au cours des siècles qui ont suivi. Mais néanmoins, à partir des années 1730, on voit très bien qu'il y a un net refus de cette tutelle. Les Corses acceptent de moins en moins d'être finalement gouvernés par des personnes venues du continent et qui finalement n'apportent pas grand-chose, si ce n'est des fortins un peu disséminés. L'action économique de Gênes vis-à-vis de la Corse est relativement nulle. L'île sert surtout finalement à envoyer des soldats en garnison. Il n'y a pas de véritable politique corse qui est menée à Gênes, contrairement par exemple à la grande rivale de Gênes qui est Venise, qui elle fait fructifier ses colonies du côté de la Grèce, de l'Illyrie et ailleurs. Et donc il y a un véritable système où on retrouve des nobles vénitiens très intégrés par exemple dans les institutions dans les îles Ioniennes, par exemple. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas en Corse. Donc, il va y avoir, bien entendu, c'est une longue guerre. C'est pas une guerre traditionnelle. Ça tient plus de la guérilla d'ailleurs que de la guerre tout court. Et cette longue guerre va voir émerger des figures extrêmement importantes. Pasquale Paoli en est une. Et Paoli, néanmoins, est assez isolé. Premièrement, il est isolé en Europe. Et puis il est isolé en Corse, parce que, vous l'avez compris, pour aussi gagner une guerre, il faut avoir des cadres, il faut avoir pas seulement des armes et des personnes capables de s'en servir, il faut aussi avoir des personnes capables de commander, il faut avoir des personnes capables de penser. Et donc il va devoir s'appuyer sur la petite intelligentsia constituée justement de jeunes gens comme Charles Bonaparte, qui ont fait leurs études à Rome, à Pise, et qui, revenant dans l'île, se voit offrir des postes à Corte, donc la capitale de Paoli à l'époque. Et donc, Charles, bien entendu, qui n'a pas de fortune personnelle, accepte très rapidement de mettre sa plume au service de Paoli. Donc, il va écrire les discours de Paoli dans un premier temps, et il va servir de conseiller juridique. Parce que Charles, là aussi c'est important, c'est que c'est une personnalité qui a écrit déjà des textes, notamment sur la philosophie politique. Il connaît Spinoza, qui le critique, il connaît Grotius, il connaît Hobbes, et donc il va nourrir le discours politique dont Paoli a besoin, notamment pour faire de la Corse le tremplin à la fois de ses ambitions, mais aussi le tremplin d'une Europe nouvelle, consacrée aux Lumières. Le cas corse va vite passionner les philosophes et les hommes politiques de tous bords, à commencer par exemple par Edmund Burke en Grande-Bretagne, qui est pourtant un théoricien du conservatisme, qui voit dans la révolution corse un nouvel espoir politique. Il va passionner également Jean-Jacques Rousseau. Et on va avoir des visiteurs qui vont se présenter en Corse et qui vont participer à l'aventure constitutionnelle qui se place alors sur le terrain des idées. Là-dessus, Gênes décide de se débarrasser, entre guillemets, de l'île et propose au roi de France, qui lui prêtait déjà ses mercenaires ou ses soldats depuis longtemps déjà, finalement de prendre le contrôle de l'île, ce qui est vite fait parce que des intérêts géostratégiques font qu'on a besoin de la Corse à cette époque-là. Évidemment, la petite armée de Paoli ne fait pas long feu, malgré une première victoire initiale, contre les troupes réglées du roi de France. Et au moment de partir,
Paoli, finalement, délie de leur serment de fidélité les personnes qui, comme Charles Bonaparte, ne peuvent pas le suivre parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers. Paoli sait qu'il va devoir aller trouver refuge à Londres, mais que le séjour sera certainement long, sera certainement coûteux. Que peut faire quelqu'un comme le jeune Charles Bonaparte, déjà chargé de famille? Il vaut mieux qu'il reste, finalement, en Corse, parce que ce que Paoli a lancé, eh bien, finalement, va se concrétiser dans les décennies futures. Certes, nous effaçons un certain nombre des avancées civiles, constitutionnelles que Paoli avait lancées, mais par contre, nous allons garder le personnel qui avait déjà été formé, nous allons nous appuyer sur ces nouvelles élites. Et Charles Bonaparte, qui ne sont pas très nombreux à l'époque, il faut imaginer, il n'y a pas de grande aristocratie corse, il n'y a que des clans, certes certains plus importants que d'autres, mais Charles Bonaparte est un candidat idéal parce que justement il est lié en fin de compte à fort peu de personnes. Donc on peut s'assurer ses services et lui demander de participer à l'élaboration de la nouvelle Corse dans le cadre de la protection française qui va venir. Donc, vous voyez les strates déjà différentes, extrêmement variées, diverses, riches, parce que en fréquentant Paoli, Charles a construit une identité politique qu'il va pouvoir peu à peu aussi transmettre à ses enfants. Un premier fils est né en 1768, c'est Joseph. Le deuxième, Napoléon, est arrivé. Et est-ce qu'on peut passer sur la voilà, sur peut-être la suivante. Voilà. Non, pardon, celle d'avant. Voilà. J'ai un doute. Attendez, vous pouvez remettre la... Oui, voilà, c'est... Moi, je crois que je me suis encore trompé. Mais, Charles Bonaparte va transmettre donc à ses enfants cet héritage des différents régimes qu'il a servis et aussi cette capacité à prendre les choses en fonction des événements. À partir de 1780, il va tenir un petit livre de raison, dont voici un extrait dont vous avez derrière moi, qui est assez intéressant parce que il y tient notamment le décompte des naissances des enfants qui ont survécu, parce qu'il a eu de nombreux enfants, vous avez vu tout à l'heure, mais aussi il tient les comptes journaliers et on a des indications extrêmement précieuses sur tout ce qu'il lance. Parce que, donc vous l'avez compris, à un moment donné, il rêve d'être procureur du roi, il ne le sera pas, il a un grade universitaire qui lui permet d'être avocat, mais néanmoins, il va devenir membre des nobles 12 d'Ajaccio, et en cela, donc, il va devenir membre de l'administration municipale, et puis il va représenter à certains moments le procureur, justement, qui est, entre autres, le parrain de son fils Napoléon, donc Lorenzo Giubega. Il va le représenter à certaines reprises en tant que substitut de ce procureur. Et à côté de cela, il se lance dans les affaires. Alors certes, il se lance dans les affaires de façon un peu erratique et un peu folle, puisqu'il n'a pas de capitaux à investir, mais il va bénéficier de la protection, intéressée certes, mais de la protection quand même, de plusieurs personnages importants. Le premier, c'est le gouverneur militaire de Lille, M. de Marbeuf. Le second, c'est l'intendant de Lille, c'est M. Bertrand de Boucheporne. Et donc Marbeuf, Boucheporne, leurs épouses, vont d'ailleurs porter sur les fonds baptismaux quelques-uns des enfants Bonaparte. Notamment un fils qui s'appelle Louis, comme le roi de France. Évidemment, on voit tout de suite l'intérêt à faire prénommer de la sorte un de ses enfants. Et donc, Marbeuf et Boucheporne vont proposer à Charles Bonaparte de se lancer dans des opérations, on va dire, d'agronomie, d'agriculture, assez ambitieuses, en disant, si vous n'avez pas l'argent nécessaire pour vous lancer, ce n'est pas grave. La France a inventé quelque chose de merveilleux qui est la subvention. Vous voyez, c'est pas un débat qui date d'aujourd'hui, la subvention.
Parce que, donc, que va-t-il se passer? Pour les opérations, notamment d'assèchement des marais autour d'Ajaccio, qui est d'ailleurs une entreprise de salubrité publique que les Bonaparte réalisent à cette époque-là, eh bien, faute de pouvoir avancer l'intégralité des fonds, Charles Bonaparte va bénéficier d'un certain nombre de subventions royales, à condition de planter des mûriers destinés à la culture de la soie, par après, et de la vigne. Malheureusement, les subventions dépendent aussi du bon vouloir des différents gouvernements qui se succèdent à cette époque en France, et ce qu'un gouvernement donne d'une main peut très bien être repris de l'autre par le successeur. Et c'est exactement ce qui va se passer d'ailleurs, puisque les idées portées par Bertrand de Boucheporne, donc l'intendant, appartiennent à la physiocratie, donc, qui est un courant d'économie qui estime que le plus important, c'est d'abord l'agriculture, qu'il n'y a pas de richesse sans agriculture. Et donc cette idéologie va vite disparaître quelques années plus tard, lorsque Monsieur de Calonne prend en main les finances du royaume et va couper le robinet des subventions, mais pire, va demander le remboursement pour ceux qui n'ont pas honoré les contrats dans la lettre. Et il se trouve que les Bonaparte n'ont pas eu le temps de planter, par exemple, le nombre de mûriers qu'on leur avait demandé à l'époque. Ça va poser un réel problème parce qu'on va leur demander de rembourser une partie des sommes consenties. Et c'est à partir de ce moment-là que s'effectue une véritable cassure entre la confiance que les Bonaparte avaient mise dans les nouvelles institutions royales et finalement cette main qui donnait. Alors certes, Charles Bonaparte va être introduit à la cour, on va le voir mettre ses enfants dans les meilleures écoles de l'époque du royaume, donc Saint-Cyr pour sa fille Élisa, mais il y a aussi bien sûr le collège d'Autun pour Joseph, l'école militaire de Brienne pour Napoléon, puis pour lui l'école militaire de Paris. Eh bien, à cette époque-là, on a une cassure qui se produit et évidemment, dans l'esprit des jeunes Bonaparte qui vont succéder à leur père, qui décède quand même brutalement à Montpellier en février 1785, eh bien dans l'esprit des jeunes Bonaparte, il y a un coupable, il s'appelle Calonne, mais aussi d'une certaine manière, c'est tout le gouvernement royal absolu, ce pouvoir absolu, qui n'est pas fiable, et c'est pour ça que l'on comprend aisément leur basculement dans la Révolution dès 1789. Alors, vous l'avez compris, Charles se retrouve très embarrassé en 1784, juste après la naissance de Jérôme, parce qu'il va devoir justifier de son activité, il va devoir justifier de l'argent qu'il a investi, de l'argent de l'État, notamment. Donc il va commencer à inonder le pouvoir de Placet, de mémoire, en expliquant pourquoi il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il ne va pas le faire de façon très intelligente. Par exemple, il va se réclamer comme une victime du complot jésuite, parce qu'il pense qu'à cette époque-là, ça va lui permettre de gagner la sympathie de certaines personnes autour du roi qui sont anti-jésuites. Le problème, c'est que les jésuites ont été expulsés de France et du royaume depuis 1767. C'est un peu compliqué pour dire victime du complot jésuite. Et puis, malheureusement, il tombe malade. Et sa maladie va être assez foudroyante. C'est-à-dire qu'en 1784, il en ressent les premiers accès et il va décider de partir pour se faire soigner à Paris. Et là-dessus, il arrive dans un tel état du côté d'Aix-en-Provence, où il retrouve le demi-frère de son épouse, l'abbé Fesch, à cette époque-là, qu'il décide de changer ses plans et d'aller à Montpellier. Et c'est là que Charles Bonaparte va faire finalement un sacrifice qui va servir sa famille, c'est-à-dire que ne pouvant pas laisser d'héritage matériel à ses enfants, il va faire la mort la plus chrétienne possible dans l'idée d'une certaine manière, de dire à sa famille, ne me regrettez pas, ne me pleurez pas,
moi j'ai fait ce qu'il fallait sur cette terre, je vous retrouverai là-haut. C'est ce qu'il écrit à l'époque, de toute façon. Et c'est le discours qu'il tient à Joseph et à Fèche, qui sont autour de son lit où il se trouve à l'époque. Et de cette manière-là, en faisant cette fin très médiévale qui emprunte un peu à l'ars moriendi, il coupe les ponts avec la famille en disant « Ne comptez plus sur moi pour continuer. Il va falloir, les enfants, que vous preniez en main. » Et c'est ce qui va se passer. Et c'est également ce qui explique pourquoi Charles disparaît de la mémoire collective des Bonaparte, contrairement à Fèche, contrairement à Laetitia, et pourquoi on n'en parlera plus, si ce n'est sous la forme d'une phrase que Napoléon aurait peut-être prononcée le jour du sacre, si notre père nous voyait, mais qui n'est absolument pas vérifié. Donc Charles disparaît de cette manière, mais aussi un peu de manière volontaire.